Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le vêtement, c'est un objet purement fonctionnel et les préoccupations esthétiques, sociales ou identitaires qui vont venir plus tard et qui seront de pair avec l'action de s'habiller sont encore loin, très loin d'être d'actualité. Par exemple, entre 7000 et 4000 avant Jésus-Christ, des étoffes tissées apparaissent dans différentes tribus. Le vêtement commence à évoluer, à se distinguer en fonction des zones géographiques. Est-ce qu'on peut dire alors que les habits constituent un symbole d'appartenance ethnique ? Eh bien non. Il semblerait que les différentes étoffes que vêtissent les diverses tribus ont davantage à voir avec en fait le climat d'habitation de chacune d'entre elles qu'avec plutôt une quelconque préoccupation qui serait liée à leur identité culturelle. Le choix des tissus utilisés est en fait conditionné par l'accès plus ou moins difficile au textile ainsi qu'à sa teneur en chaleur. On peut donc imaginer trouver davantage de lin dans les zones aux températures élevées et davantage de laine là où il fait considérablement plus froid. Pendant l'Antiquité, période pour laquelle les sources augmentent évidemment de façon exponentielle, merci l'écriture, le phénomène peut facilement être illustré. En parallèle, des préoccupations pratiques commencent fortement à influencer les formes que prennent les vêtements. L'habit s'adapte désormais au mode de vie. Il s'agit en fait simplement de faire coïncider au mieux les vêtements d'un peuple avec ses besoins, pour ne pas que ses actions quotidiennes soient gênées. Par exemple, les peuples des steppes portent des pantalons longs. Ces cavaliers nomades ont effectivement besoin d'un habit adapté aux longues heures qu'ils passent sur leur monture, à galoper dans les hautes herbes et des plaines exposées au vent. A l'inverse, en Égypte, les hommes comme les femmes portent des robes tuniques en lin au-dessus d'un pagne ou d'une robe plus opaque. De cette façon, ils sont parés à affronter les températures élevées du climat égyptien grâce à l'utilisation d'un tissu léger. En Grèce antique, le chiton, un drap dont la longueur diffère selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, est maintenu en place sur le corps à l'aide d'agrafes. Ce système laisse du coup la possibilité aux esclaves et aux ouvriers de redisposer le tissu à leur guise, leur permettant comme ça par exemple de libérer leur bras droit et donc de travailler. Au-dessus du chiton se trouve l'imation, un autre grand drap blanc enroulé autour du corps de manière à être porté comme un châle. Sans aucune attache, il s'enroule simplement sur l'épaule. Son équivalent romain, le pallium, est d'ailleurs l'habit habituel de la Rome antique. Il se trouve que la toge, qui est généralement considérée comme le vêtement romain par excellence, est plus lourde, plus encombrante que le pallium, et donc est moins portée. Bref, à l'époque, le mot d'ordre, c'est la praticité avant tout. Mais déjà, quelque chose ressemblant à une envie de séduire et d'enjoliver son apparence apparaît pendant l'Antiquité. Les peuples commencent à customiser un peu leurs vêtements, si j'ose dire, à l'aide de bijoux, d'accessoires de couleurs et de formes variées. Tout est sujet finalement à venir embellir, si vous voulez, les tenues. On observe également que ces personnalisations s'effectuent par zone géographique. Un peu comme si une question culturelle et identitaire venait progressivement se greffer aux vêtements. Dès lors, il est possible d'imaginer que l'Antiquité voit naître les tout premiers prémices de la mode, mais seulement on va dire dans sa dimension esthétique et culturelle. Il faut quand même rappeler qu'il ne s'agit ici que de suppositions, que rien n'est véritablement établi, il n'y a rien d'écrit. La mode se définit par bien d'autres choses évidemment. Plus tard, pendant l'époque gallo-romaine, si les vêtements plaqués au corps sont introduits en Europe avec les grandes invasions barbares bien sûr, signe d'une diversification des formes vestimentaires entre les cultures, la majorité des tenues reste ample et finalement ne varie que très peu. En résumé, personnalisation ethnique des vêtements ou pas, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que la mode, comme on l'a définie aujourd'hui, a encore quelques siècles devant elle avant de venir pointer le bout de son nez. Mais d'ailleurs, vraie question, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui la mode ? On a déjà remarqué qu'elle avait une dimension esthétique, c'est vrai, mais la question de la beauté est loin de capturer l'entièreté de ce qu'elle représente. Dans la mode, on trouve l'idée d'un renouveau, voire d'un avant-gardisme. Si la mode crée constamment de nouveaux codes vestimentaires, c'est qu'elle se place constamment en rupture avec les précédentes. Elle peut donc être vue comme une provocation contre l'ordre établi et peut dans le même temps être un indicateur puissant de l'évolution d'une société. Mais comment ?
Eh bien, la mode reste avant tout une manière particulière de présenter quelque chose. Si un vêtement n'est plus simplement utile, il devient automatiquement autre chose. L'action de se vêtir dit dès lors automatiquement quelque chose de la personne concernée. Pourquoi cette robe? Pourquoi ces bijoux? Pourquoi ces tissus? La voilà, la dimension identitaire et culturelle de la mode. Et si ça s'applique à un individu en particulier, eh bien, c'est tout autant vrai pour un groupe d'individus cherchant à se distinguer d'autres groupes au sein d'une même société. La mode est donc un outil précieux dans la quête du pouvoir. Dans un monde où paraître, c'est être, l'habit devient un costume que tout le monde cherche à revêtir pour tenter de faire partie des élites. L'habit ne fait-il pas le moine ? C'est d'ailleurs au XIVe siècle que ce phénomène se développe. Dès lors, choisir un tissu pour la confection de ses vêtements devient important puisque ça définit son rang social. Enfin, parler de choix, ce serait quand même un peu tiré par les cheveux. Il s'agit plutôt d'avoir la capacité ou non de s'acheter les étoffes les plus riches et les plus colorées. Le travail et la teinture des tissus ne sont en effet pas du tout gratuits. Certaines couleurs sont plus difficiles à créer que d'autres et la finesse des ornements traduit un savoir-faire qui se marchande. En bref, à partir du XIVe siècle, le rang social de quelqu'un peut se deviner à travers la qualité du tissu qu'il porte. Dans l'aristocratie d'ailleurs, les textiles arabes sont préférés aux byzantins. Ils sont plus légers, richement ornés et ils arborent des couleurs bien plus éclatantes. Tandis que les nobles s'habillent de soie et de fourrure, les paysans se rabattent simplement sur du lin ou du chanvre, à peine travaillé, mais facile d'accès et surtout très utile. Il faut remarquer aussi qu'à partir du XIVe siècle, un roulement constant commence à s'installer dans les tenues de l'aristocratie.